Je vais vous présenter Jean-François. Jean-François Harry, qui est avec moi ce matin pour parler de l'étude du Collège des administrateurs. Jean-François, toi, tu es le directeur de la pédagogie. Je vais te laisser te présenter. Je vais te laisser présenter le collège aussi avant qu'on commence. Oui, bien sûr. Merci Stéphane. Ouais, bonjour tout le monde. Effectivement, Jean-François Henry, donc je suis rattaché au Collège des administrateurs de société comme directeur pédagogique. Le Collège des administrateurs, si vous ne connaissez pas, c'est une entité rattachée à l'Université Laval, en fait, qui offre des formations et le développement de compétences, finalement, dans le domaine de la gouvernance, donc tout ce qui touche les conseils d'administration. Et bien, il y a différentes choses qui sont offertes, notamment le programme de certification pour devenir ASC, donc le titre d'administrateur de société certifié. D'ailleurs, que Stéphane a eu l'occasion de compléter, moi également, et peut-être certains d'entre vous aussi également, et des formations en organisation, etc. Donc, c'est un plaisir d'être ici ce matin avec vous et en fait, de collaborer avec Espace OBNL, Stéphane notamment, que je connais bien, pour tu peux discuter, je dirais, avoir une conversation, hein, dans le fond, très informel, entre guillemets, entre nous sur des enjeux de gouvernance qui touchent vos conseils d'administration dans vos organisations. Notre point de départ, c'est qu'on vient tout juste de compléter notre grande enquête annuelle sur les pratiques de gouvernance au Québec. Et il y en a différents partenaires, dont Espace OBNL, qui nous ont donné un coup de main dans la diffusion du questionnaire. Peut-être même vous y avez participé vous-même. Et donc, on va partir un peu de ces grands résultats-là. L'idée n'est vraiment pas de vous inonder d'un paquet de chiffres pendant une heure, loin de là, mais plutôt juste de tirer certains constats. Puis si ça vous sonne des cloches ou si ça résonne un écho pour vous, gênez-vous pas, vous pouvez lever la main, vous pouvez passer par le chat. On va passer par le chat, Jean-François, Oui, autant que OK, possible, parce qu'un parfait. gros groupe, ça devient difficile à gérer. Peut-être une petite précision aussi. Dans l'étude, il y a à peu près 700, un petit peu plus de 700 OBNL qui ont participé à l'étude. Là-dessus, il y en a pas loin de 360, si ma mémoire est bonne, qui provenaient de gens qui étaient dans notre communauté chez Espace OBNL, là. Fait que donc, ça va être intéressant que les résultats que tu vas présenter, Jean-François, les mettent en contexte où grande majorité des répondants sur 1000, à peu près 1100, c'est ça, on est au-dessus de 700 OBNL. Fait que même si on vous présente des chiffres qui incluent les PME, qui incluent les coops, les sociétés publiques, puis les sociétés par action, où on fait un comparatif global de la gouvernance, on a quand même un échantillonnage énorme d'OBNL là-dessus. Et la classification dans le rapport, parce qu'on va vous inviter à télécharger le rapport parce qu'il est disponible, ben, vous allez voir que les chiffres spécifiques aux OBNL sont présents aussi. Juste un complément, Stéphane, pour les Ouais. collègues. Ce matin, en fait, je vous présente strictement des résultats d'OBNL. Donc, c'est vraiment la portion Ben, qui touche ben juste, seulement les c'est pareil. OBNL, donc directement en lien avec vos réalités. Excellent. Alors, Juste aller. si t'es prêt, Stéphane, on y va, on saute? Ouais, vas-y. Allons-y. Donc, je partage mon écran, c'est déjà fait. Je vais juste élargir. OK. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, des observations, je vous invite à les faire dans le chat. Moi, je vais les prendre, puis je vais pouvoir les intégrer à fur et à mesure ou attendre à la fin, là. Ça va dépendre de notre flot de discussion. Absolument. Alors, évidemment, ce matin, notre but, là, c'est vraiment de vous enlever certains faits saillants, attirer votre attention sur certains constats plus importants. Mais sachez, comme Stéphane le disait, que si vous avez le besoin ou la volonté de télécharger le rapport, ben, c'est beaucoup plus complet. Et je vous donne juste un petit survol rapide de ce que vous allez y trouver ou qu'est-ce que vous pourriez y trouver selon vos éventuels besoins. Alors, on a un premier bloc dans ce rapport-là qui va venir faire un petit peu le tour de tout ce qui va toucher le fonctionnement de votre conseil d'administration. Donc, les différents enjeux reliés à la composition. Donc, qui est sur le conseil d'administration, comment on les recrute, comment on les accueille, comment longtemps ils restent. Donc, tout le cycle de vie, en fait, du membre de conseil d'administration. Des informations sur les déroulements des réunions, la fréquence, la durée, les modes, tu sais, à distance, tu hybride, etc. Euh, des informations sur les comités, sur les dynamiques d'évaluation. Stéphane en parlait tout à l'heure. La culture du conseil d'administration, quelque chose d'assez fondamental. On va en parler un petit peu tantôt. Donc, ça, vous allez trouver ça dans le rapport. On a une portion également sur les préoccupations du conseil d'administration. Et notamment, ce matin, l'emphase va être sur les différents risques, donc les risques critiques pour les OBNL et leur conseil d'administration. Et on a tout le temps une portion sur la performance ou l'efficacité des conseils d'administration. Donc oui, l'efficacité, évidemment, mais tout ce qu'on va appeler dans quelques instants, et Stéphane a référé à l'idée de gouvernance ambidex. On en parlera tantôt. Euh, et c'est un peu comme ça que se déploie le rapport. Et bien évidemment, comme Stéphane le disait, c'est 648 au BNL qu'on parle ce matin. Et dans le rapport, notamment, on l'a aussi ventilé, si vous voulez, à un moment donné, vous comparer
à des entités qui vous ressemblent. On les a aussi par taille d'organisation. Donc, si vous êtes un plus petit OBNL, 50 employés moins, moyen, grand, ben, il y a d'autres éléments de Ouais. comparaison pour avoir des niches très, 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 très ciblées. Donc, ça, en gros, c'est ce que contient le rapport exhaustif. Je vous propose plutôt de plonger et de se raconter, en fait, une histoire de gouvernance et de conseil d'administration à travers une grande lentille, qui sera cette idée, donc, d'avoir un conseil ambidex. Puis, je vais juste commencer avec ça pour placer. Et de là-dedans, on va greffer des constats intéressants qui reflètent finalement la réalité de vos organisations. Donc, quand on parle d'un conseil d'administration ambidex, en fait, le mot a l'air peut-être bien compliqué, mais dans le fond, c'est la même analogie que dans le sport quand on dit qu'un sportif est ambidex, hein, il lance et il frappe de la droite et de la gauche. On a ça aussi dans la vie normale. J'écris de la droite et de la gauche. Cette idée, donc, d'être adroit d'un côté comme de l'autre. Et quand on le transpose pour la réalité des conseils d'administration, c'est parce que c'est assez particulier, un conseil d'administration, hein, vous le savez, c'est une espèce d'entité particulière avec un nombre restreint de membres qui ne se voit pas souvent, qui souvent ne sont pas reliés directement à l'organisation et qui, malgré tout, ont de grandes responsabilités. Fait que c'est une bébête, dans le fond, le conseil d'administration qui, à la fois, doit gouverner l'organisation, donc s'assurer de réaliser les tâches qu'on a, donc viser la performance ou l'efficacité de l'organisme. Mais en même temps, on a aussi tout un focus, une lentille qui est tournée vers nous-mêmes. Donc, se gouverner comme groupe, comme conseil d'administration, parce qu'on est notre propre instance, ultimement. Et donc, on est tout aussi préoccupé par la cohésion du conseil d'administration, donc notre propre efficacité. Donc, on joue continuellement dans ces deux eaux-là. Et donc, comme membre de conseil d'administration, ben, il y a une partie de vous qui est dans une réunion qui est préoccupée par la conversation qu'on a, mais en même temps, il y en a une autre qui doit regarder la dynamique qui s'installe, de quelle façon on travaille avec notre direction générale, de quelle façon on arrive à, on va dire, mobiliser l'intelligence collective. Tous ces gens-là autour de la table, est-ce qu'on est capable d'aller chercher toute la force de ce qu'ils peuvent amener? Donc, c'est pour ça que cette idée-là d'être ambidex, ben, ça se décline par ce qu'on appelle des dualités. Vous avez continuellement, dans le cadre de vos fonctions au conseil d'administration, ou comme DG qui allait au conseil d'administration, à réconcilier ce qu'on appelle justement des dualités, donc des éléments opposés. Et d'être ambidextre, c'est d'être capable de faire les deux en même temps. Donc, c'est d'être chaud et froid en même temps. Donc, j'ai dit chaud et froid. Je n'ai pas dit tiède. Tiède, ça, c'est une résultante. Donc, c'est autant d'eau chaude, autant d'eau froide pour arriver à les faire cohabiter. Fait que, rentrons un petit peu avec cette idée-là qui va nous habiter. Et je commencerai par, je dirais, le top 3 dans l'enquête des plus grandes zones de déséquilibre, finalement, dans l'optique de se gouverner comme conseil d'administration. Donc, par rapport à la dynamique au conseil, le numéro 3, top 3, on parle souvent en gouvernance, vous l'avez sûrement entendu, l'idée nose in, fingers out, ou les mains, avoir le nez dans la cuisine, mais pas les mains dans la pâte. Donc, cette idée d'être engagé comme membre, évidemment, impliqué, mais en même temps être suffisamment reculé, suffisamment d'être au bon niveau pour justement jouer son rôle d'administrateur et ne pas se substituer à la direction générale. Ben, en fait, c'est plus de la moitié des conseils d'administration qui expérimentent un déséquilibre à ce niveau-là. Fait que c'est pratiquement un conseil d'administration sur trois qui va être trop, entre guillemets, engagé, donc trop nose-in, donc trop micro peut-être dans ses interventions, dans sa façon d'être au conseil d'administration, ce qui peut être un problème, évidemment. On peut tomber dans la micro-gestion. Ou, par ailleurs, c'est un conseil sur cinq qui, eux, on va dire, sont tellement en recul, donc tellement détachés d'une certaine façon, que là, on va dire, oups, on frôle pratiquement la complaisance. Et là, il n'y a pas justement la valeur ajoutée à ce membre-là. Donc, il faut doser ces deux éléments-là. Et bien, c'est un premier constat qu'on a encore un travail à faire à ce niveau-là. Numéro 2, numéro 2 des déséquilibres, pardon. On va dire qu'un bon conseil d'administration doit être capable d'équilibrer, oui, la vigilance par rapport à ce que la direction générale va faire, présente, mais également d'être en soutien pour justement appuyer puis ne pas être seulement une posture de chien de garde, entre guillemets. Ben,
Étonnamment, ici, c'est 60% des conseils d'administration qui sont en déséquilibre d'une quelconque façon, mais beaucoup dans une posture de soutien. Donc, trop de soutien, trop de support, entre guillemets, mais au détriment d'une vigilance suffisante. Si tu permets, Autrement, Jean-François, oui, dans ce chiffre-là, il y a un autre élément que je veux mettre en évidence, c'est quand on tombe dans les organisations qui sont 100% bénévoles, qui n'ont pas de direction générale, la perception souvent, c'est d'être justement très rarement en vigilance, parce que c'est comme on est tellement dans l'action, on organise nous-mêmes les activités, on est dans l'opérationnel, fait que la partie vigilance dans les organismes 100% bénévoles, souvent, elle a pris le bord, là. Puis ça, je pense que dans l'échantillonnage, ça apparaît aussi. ouais. Mais en fait, la vigilance en soi, c'est pas méchant. Ça se fait en même Non. temps que le soutien. C'est qu'en même temps qu'on appuie, il faut juste s'assurer de couvrir les angles morts, puis que collectivement, on ne va pas s'en aller trop à gauche ou qu'on va prendre une mauvaise traque. Mais oui, cette réalité-là est fort pertinente. Merci, Stéphane. Euh, donc, euh, donc, la moitié en soutien, mais aussi, on a des contextes où on est trop dans la vigilance. C'est moins fréquent, 10%, mais c'est des situations où finalement, la direction va se sentir un peu isolée, puis de venir au conseil, c'est comme venir au tribunal, puis là, on sait qu'on va se faire, on va se faire, tu sais, on va se faire entrer dedans. Ça non plus, c'est pas le fun. Donc, cet équilibre-là est également fort pertinent et fort important. Et numéro un, dans nos déséquilibres, parce que là, en fond, il y en a une dizaine, mais on en a pris le top 3. Ça va toucher la composition du conseil d'administration. C'est à peu près 65% des conseils qui, là aussi, vont expérimenter une forme de déséquilibre. Cet équilibre-là entre avoir assis autour de la table, dans le meilleur des mondes, des gens avec des expertises ou des profils suffisamment différents pour nous aider dans nos différentes sphères d'opération. Mais en même temps, on aimerait ça avoir bien du monde, de bien des parcours, de bien des profils. Mais à un moment donné, on a une taille de conseil d'administration. On ne va pas se retrouver 50 autour de la table parce que vous savez fort bien que ça va paralyser les discussions. En même temps, on ne veut pas être non plus un conseil trop petit parce que là, on va manquer d'expertise. On ne sera pas assez s'il y a lieu pour se répartir la tâche si on a des comités, par exemple. Donc, il faut trouver cet équilibre-là. Et vous voyez que c'est pratiquement un tiers là, de déséquilibre possible. Donc, il y en a qui sont trop gros, trop petits par rapport à ce qu'ils voudraient ou ce qu'ils auraient besoin. D'autres qui ont été trop rechercher une diversité large pour plein de bonnes raisons, mais se sont trouvés avec un conseil trop gros ou l'inverse. Donc, ça nous amène finalement à aller creuser un petit peu sur comment sont composés les conseils d'administration d'OBNL au Québec. Vous voyez qu'en moyenne, au BNL, on parle d'à peu près de 9 membres, un conseil d'administration, ce qui est dans la moyenne, en fait, aussi globale là, des différents contextes d'affaires. Mais vous voyez que c'est beaucoup plus petit dans les sociétés privées, hein, puis beaucoup plus élevé dans le parapublic. Donc, au BNL, on parle d'à peu près de 9-10 membres, à peu près, conseil d'administration en moyenne, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. C'est intéressant de regarder aussi les représentativités au conseil d'administration, notamment la parité homme-femme, qu'on a fait beaucoup, qui a fait beaucoup la manchette ces dernières années. Ben, c'est l'OBNL, c'est les OBNL dans lesquels on a la plus grande représentativité féminine au Québec. Donc, alors qu'en moyenne, c'est à peu près 40%, donc le début de la zone paritaire. Au BNL, c'est 57%, donc plus d'un membre sur deux. Donc, c'est dans la partie forte de la zone paritaire. Donc, rien à signaler. C'est des bonnes nouvelles, en fait, pour notre gouvernance de pouvoir équilibrer, en fait, cette diversité au niveau du genre, notamment. Un petit clin d'œil sur également la représentativité de ce qu'on appelle les groupes historiquement marginalisés, minorités visibles, minorités ethnoculturelles, les gens des Premières Nations, les gens en situation de handicap, etc. 8% globalement au Québec, mais 12% dans le secteur OBNL. Donc, une participation importante à cette représentativité, ce qui est également de très, très bonnes nouvelles. Également, on voit arriver les jeunes aussi de plus en plus au conseil d'administration. Il y a ces préoccupations-là d'avoir des jeunes de moins de 35 ans, des fois, du moins de 40 ans. Là, la définition de jeune, là, des fois, varie là, selon les instances. Mais d'avoir cette idée-là, d'avoir des idées différentes, des visions différentes. Donc, ben, au secteur BNL, vous voyez, c'est 14%. Donc, une représentation qui est importante, plus élevée d'ailleurs que la moyenne québécoise dans les différents secteurs d'affaires. Et bien là aussi, ben, ça amène justement
un équilibre et une représentativité dans les points de vue et ultimement une meilleure vision, une meilleure qualité de décision pour les conseils d'administration. Bon, ça, c'était juste notre premier positionnement un petit peu sur euh, les premiers niveaux, je dirais, de cohésion qu'on peut avoir au niveau de notre conseil d'administration, ce qu'on a appelé le se-gouverner. Mais en même temps, on doit aussi gouverner, on a des décisions à prendre, et comme conseil d'administration, d'OBNL et n'importe quel autre type d'organisation, c'est aussi vrai, il y a une des responsabilités, c'est de justement avoir une vigie des différents risques potentiels et d'être l'écho à la direction pour soulever des risques et non seulement de les soulever, mais de voir comment on pourrait les mitiger pardon, par la suite et de quelle façon finalement ça pourrait nous impacter comme organisation à court, moyen et long terme. Donc, cette posture-là de risque, c'est souvent une valeur ajoutée au conseil d'administration pour venir justement étoffer la lecture que les directions générales vont faire d'une situation ou d'un projet ou d'un contexte. Donc, creusons un petit peu dans cette portion-là qui est sur les risques. Je vais commencer par positionner un résultat intéressant, toujours aussi dans nos dualités, qui va nous amener à un certain paradoxe de toute façon. On va dire qu'au conseil d'administration, on aimerait bien que notre conseil d'administration, bien sûr, soit vigilant par rapport aux risques potentiels, mais que ça soit équilibré, tout ça, en même temps on va dire une préoccupation de création de valeur. Bon, création de valeur, là, je ne suis pas en train de parler de faire de l'argent. Là. Je parle d'améliorer soit le service, d'améliorer nos prestations, d'améliorer la qualité de l'expérience pour nos parties prenantes, tout ce qui peut amener une amélioration dans les pratiques de l'organisation, opérationnelle s'il y a lieu, mais aussi stratégique par rapport à où on va être sur l'échiquier, en fait, si on veut. Donc, cette type de création de valeur, donc de développement, euh, vient main dans la main avec la dynamique de gestion des risques aussi. Et ce qu'on constate, c'est que finalement, c'est à peu près 60% des OBNL qui vont avoir un déséquilibre soit à gauche ou soit à droite. Et les deux sont tout aussi problématiques l'un que l'autre s'il y a lieu, si le déséquilibre est trop important. Ce qui est dominant, 4 conseils sur 10 à peu près, c'est une posture un peu déséquilibrée vers le risque. Donc, beaucoup de préoccupations à cerner les risques, à cerner ce qui pourrait arriver de problématique, euh, ce qui est pas mal, loin de là, mais il ne faut pas que ça devienne une posture qui va paralyser non plus le développement, puis le développement de nouveaux projets, puis le développement de nouvelles idées, parce que justement, on est dans une posture de risque où on craint un peu. Donc, il ne faut pas aller trop loin de ce côté-là. Il faut continuer de développer, il faut avancer, ce qu'on appelle la création de valeur. Mais là, c'est un conseil sur 5 à peu près qui est trop là. Donc, il veut trop être en développement, qui veut trop aller de l'avant, qui veut trop projeter vers le futur ou qui veut se déployer l'organisation en faisant fi ou en tout cas, pas suffisamment des différents risques qu'il pourrait y avoir. Risque au niveau du financement, risque au niveau des parties prenantes, risque au niveau de la main-d'œuvre, risque au niveau de si ça ne marche pas comme on voulait, qu'est-ce qui arriverait, risque de blablabla. Donc, des conversations équilibrées au conseil d'administration, on les souhaiterait justement être capable de faire valoir la dynamique de développement en même temps que la dynamique de risque. Donc, donc, pensez à vos conseils, puis peut-être vous allez projeter un peu comment prendre la lutte des conversations, mais cette posture-là d'être ambidex, c'est justement d'être conscient s'il y a lieu de ce qui se passe et de se reculer et de dire, attends un peu, là. Ça fait 15 minutes qu'on parle de ça, puis on est juste en train d'identifier des risques, puis des risques, puis des risques. Mais on ne travaille pas à dire de comment ces risques-là, s'il y a lieu, peuvent même être transformés en sorte d'opportunité ou en développement et comment on pourrait justement aller plus loin. On s'entend que c'est un frein à l'innovation aussi. Absolument, absolument, Parce que tout à fait. la conversation sur l'innovation, très souvent, elle est absente du fait qu'on a peur que.
Effectivement, c'est très facile. Le statu quo, il est fort. Il y a une force de barre d'inertie qui fait que pour changer quelque chose, on a comme deux pas de plus à faire parce que justement, il y a une posture de protection, une posture de certitude. On connaît ça, on l'a fait de même, ça a été correct, mais le monde change vite. Eh oui. Le monde est en évolution, on le voit à tous les niveaux d'ailleurs. Et l'OBNL également doit renouveler ses façons de faire, doit renouveler ses approches pour chercher des bénévoles, chercher des sources de fonds, garder ses employés, pouvoir délivrer des services qui vont répondre aux besoins des gens qui évoluent aussi. Donc, c'est Puis important après, il y a une autre donnée dans cette vue-là. l'étude de Jean-François que je trouvais intéressante qui se croise avec ça, qui était sur la durée limite du nombre de mandats. On voit que c'est pas nécessairement une pratique qui est commune dans les OBNL, fait qu'on a tendance à avoir des administrateurs dans certains cas qui sont là sur des longues périodes de temps, du 15 ans, du 20 ans, du 30 ans, on le voit. Puis je pense que si on croise les deux idées, on se rend compte que c'est assez relié là aussi. Effectivement, en fait, le taux, je l'ai pas vu, c'est la rotation dans les OBNL, donc les nouveaux membres, c'est à peu près sur 2 ans, en moyenne 30%. Donc, Mhm. c'est une rotation qui est quand même intéressante pour assurer d'avoir justement des nouvelles idées, avoir des regards frais, avoir des perspectives élargies. Mais oui, Stéphane, tu as raison, hein, c'est 90% à peu près des OBNL qui ont une durée de mandat, là, à peu près en moyenne 2 ans, 2 ans. mais Pas de limite. 30% seulement qui ont un nombre de mandats maximum. Ça fait que c'est 2 ans, oui, mais tu peux renouveler à l'infini s'il y a lieu. Puis des fois, il est temps de laisser son siège. Il y a un cycle de vie aussi chez l'administrateur et l'administratrice. Tout à fait. Fait que le paradoxe, Stéphane, auquel je voulais amener avec cette idée de risque versus création de valeur, c'est qu'en fait, ce qu'on voit ici, c'est qu'il semble avoir une importance justement accrue dans certains cas vers les risques. Mais quels sont ces risques-là? Et est-ce que justement cette vision des risques est suffisamment large pour pouvoir justement couvrir le territoire tant qu'à être dans la gestion des risques? Fait que ce qu'on présente ici, c'est différents risques avec un indice. Un indice de jusqu'à quel point le risque il est critique. 0 à 100. 100 étant extrêmement critique. Fait que quand on regarde les principaux risques qui sont amenés ou qui sont perçus par nos administrateurs, administratrices sur les OBNL, bien, vous ne serez pas surpris par ce qu'on va voir dans les risques qui ressortent le plus. C'est sûr que top 2, on est dans tout ce qui va toucher le financement, subvention, le nerf de la guerre pour faire vivre l'organisme, ça c'est clair. Les employés, recrutement, rétention, c'est un marché de main-d'œuvre, Stéphane en parlait tantôt, qui semble être un peu, je ne dirais pas un peu adouci, mais la situation est un petit peu moins critique peut-être qu'elle l'était, mais ça demeure quelque chose de fondamental. Vous ne serez pas surpris de voir aussi qu'il y a des préoccupations importantes des conseils d'administration par rapport au DG. Là où la DG, son départ, sa succession, sa relève. Et c'est d'ailleurs une des zones, je dirais, d'efficacité la moins développée chez les conseils d'administration. Cette perspective de relève, d'avoir un plan en tête si jamais notre premier dirigeant, notre DG devait quitter. Mais ça demeure un risque important. Ça, c'est clair. On a aussi des enjeux économiques ou législatifs politiques, on le voit, là, tout ce qui peut faire en sorte que l'économie est impactée, ben, c'est sûr que ça va se traduire au niveau des donateurs, possiblement, au niveau des capacités de payer si on a des services payants. Et on le voit. C'est donc deux risques qui sont importants. Et voyez, celui qui sort à la toute fin de ces top risques-là, c'est quand même celui de la gouvernance. Donc, on va reconnaître que justement un conseil d'administration, s'il est problématique, s'il est dysfonctionnel, peut devenir une source de risque important, ou si on a de la difficulté justement, encore une fois, à renouveler nos membres au conseil d'administration et d'aller chercher toute la puissance de ce groupe-là, qui, dans certains cas, donne un sérieux coup de main aussi au-delà de son rôle de vigie, donne des fois aussi un coup de main, on va dire davantage en bénévole d'expertise, dans le sens qu'on traverse un peu la frontière pour aider l'organisation, et donc d'avoir de la difficulté à recruter des membres ou d'avoir un conseil qui nous met des bâtons dans les roues, entre guillemets, peut être un risque qui est perçu
donc avec 65 d'indices de risque. On a la Donc, première demi-heure de fête, Jean-François, puis j'ai remarqué que personne n'avait des questions. C'est parce que tu es tellement clair, ça doit être pour ça. Mais n'hésitez pas si vous avez des éléments là, sur lesquels on avance, puis qu'il y a des petits titres qui se font dans votre esprit, là, le chat est ouvert pour ça. effectivement, gênez-vous pas, mais tu sais, Stéphane, c'est vendredi matin pour tout le monde, hein, c'est pas Je sympa. sais. Euh, donc, oui, donc ça, donc ça, c'est, disons, des risques majeurs qui ressortent. Mais on voyait tantôt, là, tu sais, qu'il y avait un plus grand déséquilibre vers les risques. Puis là, je parlais d'une espèce de paradoxe, quelque chose qui est bizarre. Ben, c'est qu'au-delà de ces risques-là, importants, mais il y en a d'autres aussi. Puis là, j'en ai pris trois particuliers, mais qui sont moins dans les radars de risque. Et malgré tout le focus qu'on a sur nos risques, parfois au détriment de la création de valeur, mais on en oublie certains de ces risques-là qui pourraient être également problématiques, mais qui peuvent être source aussi d'opportunités ou de développement. Et c'est ça la, la- la beauté d'un risque, c'est que le risque peut être perçu négativement, mais peut être perçu positivement si on exploite, si on essaie d'exploiter ce risque-là à notre avantage, parce que souvent, c'est des risques aussi que tout le monde fait face dans les organismes. Fait qu'on a notamment la cybersécurité, avec 58 dans le fond de score sur 100. Là, des fois, on est tenté de se dire, ben, on est plus petit, ça ne nous concerne pas, c'est pas nous qui allons visés par les potentiels hackers. Ben, sachez que les OBNL sont aussi des cibles fort attrayantes de Les par moins- l'information que vous pouvez avoir sur les gens, des informations nominatives, des fois des informations de paiement s'il y a lieu, des numéros d'assurance sociale et autres. Et on a vu d'ailleurs avec la loi 25 l'importance donnée sur la sécurité des informations. Et donc, parfois, on a l'impression d'être un peu à l'abri parce qu'on dit, on ne sera pas la source, on ne sera pas plutôt ciblé. Et ou en se disant, ben, on n'a pas tant non plus les moyens, puis on n'a pas les ressources. Donc, on le laisse un peu pending en se croisant les doigts, mais c'est probablement un risque qui pourrait mobiliser davantage nos conseils d'administration. L'autre qui ressort pas tant que ça, puis ça peut être étonnant dans la réalité d'un OBNL, c'est la perception du risque pour un conseil d'administration que peut représenter la culture de l'organisation, la culture de l'OBNL. Paradoxalement, on a vu tantôt que le premier risque, dans les premiers, c'était la main-d'œuvre, recrutement, rétention. Ben, un élément de recrutement et de rétention, c'est notamment une culture d'organisation qui est forte, qui est positive, qui est fonctionnelle, qui est bienveillante, dans laquelle on va se développer, dans laquelle on va être bien. Et on sait fort bien, puis vous le savez, on l'a vu beaucoup là, ces dernières années là, dans les organismes sportifs, comment une culture d'organisation peut devenir toxique, une culture axée notamment sur la performance à tout prix, ou une culture, j'ai entendu parler d'Hockey Canada, là, où on ferme les yeux, où on cautionne indirectement certains comportements non souhaitables. Et donc, cette culture-là d'organisation, bien sûr que c'est le DG et son équipe là, qui travaillent à harmoniser puis à faire vivre une culture, mais c'est une source quand même de préoccupation pour le conseil d'administration. Parce que ça peut avoir, comme vous le savez, énormément d'impact sur la rétention de notre personnel notamment, sur la qualité de service, sur l'image de l'organisation. Et l'image, ben après ça, on va toucher la réputation, on va chercher les donateurs. Tu sais, reprenons Hockey Canada. Ça a été difficile pour eux. Et ça commence à se replacer. Mais donc, l'invitation est de peut-être euh, favoriser davantage la culture, même si a priori, on a l'impression que ça va bien. On n'est pas dans l'organisation au conseil. Fait que des fois, l'information peut être filtrée à travers la lentille de notre DG qui, sans mentir, peut penser que les choses vont mieux qu'elles ne le vont réellement, ou peut aussi filtrer un petit peu l'information. Et donc, c'est d'intérêt pour le conseil d'administration de s'interroger sur la culture de l'organisation.
Et j'ai mis le dernier, puis là, je l'ai mis un petit peu en clin d'œil, le contexte géopolitique international. Là, on va dire qu'est-ce que l'OBNL est touché par ça. L'enquête, je dois vous dire, a été faite de la mi-septembre jusqu'au 4 novembre. Le 5 novembre, Donald Trump Après en était poste. élu aux États-Unis, avec les bouleversements que ça commence à créer, qui vont faire boule de neige et qui vont se rendre d'une quelconque façon aussi dans la réalité des OBNL. Mais tu sais, Évidemment, ce Jean-François, n'est pas le risque sur lequel on a beaucoup de contrôle, mais d'être quand même sensible que ce qui se passe autour peut impacter, puis d'avoir ces radars-là pour soit se prémunir ou commencer à déployer différemment certains plans de match. Oui, on Stéphane, sait tu que veux dire? on sait aussi que les organismes de première ligne sont la plupart des OBNL, que ce soit en immigration, qui est un sujet très important, en habitation, etc. Là, fait que je peux comprendre qu'il y a des fois, sans compter ceux des OBNL qui sont des ONG, donc qui sont au développement international, ça a une importance là, plus grande qu'on pense, là. En développement économique aussi, là, puis en tourisme. Donc, je pense que c'est très important pour plusieurs secteurs, puis on le voit peut-être pas toujours de l'extérieur non plus. La question, c'est, tant qu'être dans les risques, c'est d'avoir une vision large des risques, faire un panorama large, de constater que, bon, c'est là, c'est peut-être pas si fort pour nous, on n'a peut-être pas tant de contrôle, mais de l'avoir justement sous le radar et de l'équilibrer avec, justement, comme je disais tantôt, les perspectives de développement, donc la création de valeur. Ça nous amènerait, Stéphane, si tu Vas-y. veux, qu'on poursuit, de se Ouais, tourner vers c'est les plus les préoccupations. préoccupations du conseil d'administration. Excuse-moi, Stéphane. Oui, j'ai dit les préoccupations. J'étais OK, OK. d'accord. T'es préoccupé des préoccupations. Euh, donc, c'est vraiment le volet de gouverner l'organisation. Donc, quelques enjeux ici. On sait qu'un conseil d'administration, hein, normalement, a un rôle de supervision et un rôle conseil. Les deux en même temps. Donc, autant créer la valeur, mais empêcher la destruction de valeur. La moitié des conseils sont trop vers l'un, trop vers l'autre. C'est-à-dire que soit qu'on est trop en supervision, trop dans la surveillance, ou, oups, on est trop dans le conseil, on est trop dans aider à comment déployer tout ça, puis on oublie de jouer notre rôle de supervision, qui est ce qu'on appelle le rôle fiduciaire. Donc, avoir toujours en tête nos interventions, nos conversations devraient toucher autant la supervision que notre dynamique conseil. Puis quand on fait un tour décisionnel, on cherche à équilibrer justement nos préoccupations autant vers des enjeux externes que internes pour être sûr d'avoir justement l'ensemble des points importants avant de prendre notre décision. Mais c'est quand même un conseil sur toi qui est un petit peu trop orienté sur l'interne, qui ne regarde pas assez ce qui se fait à l'extérieur pour jauger l'ensemble des paramètres. Mais de l'autre bord, 1 sur 5 qui est trop justement vers l'externe, trop orienté des fois vers le donateur ou vers le bénéficiaire, ce qui est pas mal en soi, mais qui oublie de regarder la dynamique interne, notamment peut-être les employés, notamment peut-être la culture, comme on disait tantôt, et autres éléments. Donc, un 360 externe-interne, ça nous permet souvent d'avoir une bonne matrice d'arguments avant de prendre notre décision. Petit clin d'œil sur les préoccupations aussi décisionnelles. Au conseil, on aimerait être en mesure d'évaluer l'impact à court terme de ce qui se passe, mais aussi d'avoir la vision long terme. Et ce qu'on voit, ben, c'est un petit peu trop d'emphase sur le court terme. 40% des conseils qui sont trop sur les éléments court terme, puis on les comprend. Hein. Tu sais, des fois, il y a des instincts, pas des instincts, mais des préoccupations de survie immédiate, là, puis il faut sauver le lendemain matin. On le voit bien. Mais en même temps qu'on a ces préoccupations-là, ne jamais oublier de greffer aussi la perspective long terme pour être sûr d'avoir une décision qui va peut-être considérer une période de temps plus large aussi, au-delà des prochains lendemains. Ouais, puis quand on arrive en termes financiers, on s'en rend compte encore plus parce que je serais curieux de voir si les organisations qui ont des plans d'investissement, il y en a très peu là, à date de ce que je constate, si les chiffres seraient assez similaires, je serais curieux de voir. Parce qu'on a rarement une vision financière de plus de 12 mois. Le 36 mois, il est très absent, là. Puis ça crée des enjeux sur les investissements numériques, sur l'amélioration des conditions de travail à long terme, etc., là.
Ça, je le constate de manière régulière. C'est un bon point, parce que souvent, notre outil financier, quand on utilise le plus, c'est le budget. Puis Ouais, notre 12 budget, mois, ben, là. on le fait sur 12 mois. Puis on dit, par exemple, le 1er janvier au 31 décembre, puis c'est comme si on vit dans une période de temps, comme si le 31 décembre en soi était une fin, puis qu'il y avait quelque chose qui se finissait, puis il y avait quoi qui recommençait l'autre 1er janvier. Ouais, c'est ça. Oui, des fois, les sommes sont versées annuellement, je le vois, mais la vision de l'organisation, elle, dépasse le 12 mois de calendrier. Fait que souvent, c'est juste notre outil, Stéphane, qui joue ça. Puis des fois, on recommence juste d'y aller avec ce qu'on appelle des budgets perpétuels ou des rolling forecasts. Donc, Ouais, d'avoir 18 mois de planif continuellement. Ou si on est sur 12 mois, dès qu'il y a un trimestre, par exemple, qui est fini, ou 6 mois, on refait tout un autre 6 mois. On va avoir toujours 12 mois qui est en budget et non pas à un moment donné le budget qui s'égrène graduellement, puis on arrive à la fin. Petite parenthèse qui nous amène à parler de la performance, qui est souvent un focus très grand sur la performance financière. C'est normal quand on a des contraintes et qu'on gratte pour chacun de nos dollars, évidemment, mais notre conseil doit aussi être tout aussi sensible à la performance non financière, donc la satisfaction de nos membres usagers, des éléments de rétention de main-d'œuvre et autres. Et fondamentalement, le respect de notre grande mission. Est-ce qu'on arrive finalement à faire ce qu'on est supposé faire? Donc, des mesures, ce qu'on va appeler des fois d'impact. Euh, donc, on voit que le financier prend beaucoup d'espace dans les conversations et pas toujours suffisamment équilibré avec notre non-financier. Le troisième bloc, parce que je vois le temps qui file aussi, va te voir certaines pratiques du conseil d'administration. Et je vous envoie quelques éléments je dirais, de réflexion pour vos conseils d'administration. On a commencé tantôt en parlant de gouverner, se gouverner, hein, cette idée d'être ambidex. Je vous ai présenté certaines des dualités, mais quand on les prend toutes ensemble pour faire une espèce d'indice ou de score d'ambidextrie de nos OBNL, ben c'est 63%. Donc, ce qui est en haut de la note de passage habituelle, euh, ce qui veut dire qu'il y a des bonnes choses qui se font, puis on a aussi des zones dans lesquelles on peut travailler. Et la question, tu sais, 63%, c'est une moyenne, hein? Fait qu'il y en a qui sont en haut, puis d'autres qui sont en bas. Qu'est-ce qui fait que certains sont plus hauts que d'autres? C'est ça la question. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être plus ou moins euh, équilibré dans nos pratiques? C'est ça la question. C'est qui est plus ambidextre? Est-ce que c'est dans le fond, est-ce que c'est des OBNL qui sont plus gros, par exemple, parce qu'ils ont plus de ressources ou plus d'expertise ou plus de longévité dans le temps? Non, ça n'a rien à voir. C'est pas une question d'être grand, petit, moyen. C'est pas ça. On peut avoir de toutes sortes, peu importe la taille. C'est pas ça. Est-ce que c'est le type d'OBNL? Est-ce que c'est des OBNL type plus une fondation, une association, avec une gouvernance particulière, plus démocratique, ça n'a rien à voir. C'est pas en fonction du type d'OBNL que ça va varier. On pourrait dire d'abord que ça va être peut-être des OBNL dans lesquels il y a plus ou moins de membres. Peut-être que si on est trop, ça va mal, puis on va être un peu dysfonctionnel. Ou peut-être si on n'est pas assez, ça ne marche pas, ou c'est plus facile. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une question de taille de conseil d'administration. Est-ce que dans le fond, c'est des questions de représentativité que j'ai parlé tantôt? Avoir plus ou moins de femmes, de gens des groupes historiquement marginalisés, des jeunes. Non, ça n'a rien à voir non plus. La game se joue à deux niveaux, fondamentalement au niveau de la culture du conseil d'administration. C'est le plus gros driver pardon, l'anglicisme, facteur qui vient influencer si on va être habile dans notre ambidextrie. Quand on parle de culture au conseil d'administration, on parle de cette idée de collégialité. Donc, est-ce qu'on est capable collectivement de gérer ensemble, puis que tout le monde a son droit de parole, puis que tout le monde a où on construit ensemble notre décision? Bien, ça, il y a plusieurs façons de l'identifier ou de l'avoir, cette culture-là, parce que, tu sais, on s'entend que c'est nous, une culture. Mais nous, on la présente avec un flocon de valeur. Puis justement, à l'hiver, ça tombe bien de parler de flocons. Parce que comme dans la vraie vie, il n'y a pas deux flocons de neige pareils, ben, il n'y a pas deux cultures de conseil d'administration d'OBNL pareilles non plus. Fait que la culture, là, on va souvent la voir. Est-ce que tu peux penser à votre conseil d'administration en même temps? Euh, Notre conseil, là, c'est-tu une somme d'individus
ou si c'est un groupe uni, une espèce de cohésion. Est-ce que c'est un groupe dans lequel on est plus orienté vers une valeur d'ouverture par rapport aux nouvelles idées, par rapport aux nouvelles façons de faire, par rapport aux nouveaux membres qu'on pourrait avoir, ou au contraire, il y a une fermeture? On parlait d'innovation tantôt, notamment, ça en est un exemple aussi. Est-ce qu'on est plus dans la confiance dans notre groupe? Confiance entre les membres, confiance envers la direction, confiance envers notre président, notre présidente de conseil? Ou ça, au contraire, il y a toujours une méfiance inhérente, un parfum de méfiance qui fait que le groupe ne peut pas fonctionner complètement parce qu'on est toujours pris par ça, une méfiance. Donc, où on est là-dessus? Est-ce qu'on est davantage orienté dans des valeurs de collaboration? La direction travaille ensemble avec le conseil pour arriver à quelque chose, puis le groupe travaille ensemble, ou c'est une logique un peu de confrontation? Ça, c'est les façons, c'est les questions qu'on se pose pour un petit peu cerner une culture de conseil d'administration. Et là, ben, je vous épargne bien les détails, mais je vous amène sur finalement quatre grands types de cultures qu'on observe dans les conseils d'administration et dans la réalité des OBNL. Je disais tantôt, il n'y a pas deux cultures pareilles, mais il y a quand même des grands types généraux, des patterns qu'on observe quand on regarde justement ce qui se passe. Donc, il y en a deux très fonctionnels, puis deux un peu plus dysfonctionnels. Donc, le premier groupe, on appelle ça des conseils d'administration qui ont une collégialité incarnée. Ça fait partie de leur ADN. C'est le même, c'est dans la peau. Quand on regarde le flocon, vous voyez les points rouges, ils sont tous vers l'extrémité. Donc, c'est une culture d'ouverture. On est dans la collaboration, on est dans la confiance. Et ça va super bien. Ça, c'est un conseil sur trois, à peu près 37%. On est content de voir ça. Mais des cultures, sachez que c'est fragile. Ça peut aller bien aujourd'hui, mais dans 2, 3 mois, avec un membre qui quitte, puis un autre qui arrive, un changement de DG, un changement dans l'environnement, c'est pas aussi statique, entre guillemets, qu'une culture d'organisation qui est un peu plus dure à faire bouger. Culture de conseil, c'est plus petit, c'est un petit groupe. Donc, vous voyez le lien? Donc, ces conseils-là qui ont une culture de collégialité très incarnée, ben, il y a un gros indice d'ambidextrie. On a vu tantôt, la moyenne, c'est 63, ben, eux autres, c'est 70%. C'est eux autres qui réussissent à être les plus ambidextres parce qu'ils ont une culture favorable derrière en amont. On a un deuxième groupe qu'on appelle une collégialité valorisée. Donc, vous voyez les points rouges, là? Ils se sont dirigés un peu, ils sont moins vers l'extrémité, ils se dirigent un petit peu plus vers ben, pas vers le milieu, mais ils s'éloignent, vont vers la gauche. Donc, ça va encore très bien. Il y a encore beaucoup de confiance, il y a beaucoup d'ouverture, il y a beaucoup de collaboration, mais il y a des situations, puis il y a certaines failles, si on veut, dans ces éléments-là. Et là, ben ça représente 44% des conseils d'administration d'OBNL. Donc, en gros, c'est comme si, pour l'illustrer, on avait perdu 10% de collégialité dans ce groupe-là. Ben, en perdant 10% de collégialité, on a perdu pratiquement aussi 10% d'ambidextrité. Ça se suit, ces choses-là. On a un niveau 15% des OBNL, ce qu'on appelle une collégialité fragilisée. Ça commence à être un peu plus difficile quand on est là. C'est un peu plus rock'n'roll au conseil. Mhm. On est encore du côté droit, là, si vous voulez. On a encore plus de confiance que de méfiance, là. Mais, tu sais, le déséquilibre, tu sais, il en manque pas gros pour passer à l'autre bord, là. Beaucoup moins d'ouverture, beaucoup moins de collaboration. On va dire qu'on a perdu quasiment 25% de collégialité par rapport à ce qu'on était précédemment. Et quand ça arrive, on voit l'ambidextrie qui vient aussi de dropper à 53%. Ça va suivre. Parce que si au point de départ, ça va mal, si la culture n'est pas positive, ben c'est très difficile de bien faire notre travail finalement, puis d'être capable d'équilibrer un paquet de choses parce que on a de la misère à s'organiser nous autres mêmes comme vous. Jean-François, je pense que c'est important. Là, tu l'expliques, mais en même temps, c'est une façon d'expliquer des comportements humains au quotidien qui n'est pas nécessairement facile à dire, OK, je regarde ces chiffres-là, là, puis OK, dans mon CA, comment je prends ces chiffres-là pour pouvoir améliorer ma gouvernance? Fait que ça va être une première question que je vais avoir pour toi, là. Si on prend tout ce qu'on a présenté ce matin, parce qu'il nous reste 10 minutes, comment on va pouvoir l'utiliser pour améliorer les choses? Puis la deuxième chose, j'aime beaucoup la question de Pascal.
c'est une troisième année de l'étude. Qu'est-ce qui a changé en 3 ans? Troisième ou quatrième, je ne me rappelle plus, je pense que c'est quatrième. Troisième. Troisième, fait que, considérant que c'est une troisième année de l'étude, grosso modo, là, si on se donne 5 minutes pour chacune des questions, là, comment l'utiliser, puis après ça, se dire qu'est-ce qui a changé, puis vers quoi ça nous amène, je pense que ça serait intéressant pour les dernières 10 minutes là, qu'on Parfait. continue Mais regarde, pour à répondre ça. l'utiliser, regarde, Ouais. on va être là. Ah, parfait. Euh, une bonne façon de travailler sur sa culture, puis une bonne façon par le fait même de travailler sur notre compétence d'ambidextrie, c'est d'avoir des espaces de conversation pour se parler de ça, autre que parler des décisions qu'on a à prendre pour l'OBNL. Donc, puis ceux qui le font le mieux, une pratique donc gagnante, c'est ceux qui justement pratiquent, pas pratiquent, mais utilisent le huis clos. Donc, le huis clos statutaire en fin de réunion. Est-ce que vous m'avez perdu? Je Un me petit vois peu, mais c'est laguer. pas, ça va, OK, ça c'est va. OK, c'est bon. Donc, le huis clos statutaire en fin de réunion, qui est donc un moment récurrent. Donc, à chaque réunion, et ça, c'est pas tous les conseils qui l'ont, hein, on le voit, là, c'est un conseil sur deux à peu près. Euh, il y a d'excellentes raisons de le faire. Puis il y a des fois des réserves qui, justement, là, c'est une culture au point de départ. On a l'impression que là où l'ADG va se sentir qu'on veut parler dans son dos ou qu'on veut l'exclure des conversations, c'est pas ça. Un huis clos mal fait, ça pourrait être ça. Le huis clos pas fait pour refaire la réunion. Le huis clos tel qu'on le parle ici, c'est un moment où on fait le constat de comment la réunion s'est déroulée dans la dynamique du conseil et comment, comme groupe, est-ce qu'on était trop dans le support ou pas assez dans la vigilance? Hein, gang, on était trop dans la création de valeur ou on était un peu trop dans les risques? C'est ce moment-là pour se parler de notre cohésion. Parce que quand on nomme quelque chose, c'est là que les choses peuvent changer. Puis c'est là qu'on se rend compte que ben, moi aussi, je pense ça, puis moi, je ne le vois pas de même. Puis bon, on pète l'abcès s'il y a lieu. Fait que le huis clos, c'est un excellent moment. Puis les comités, c'est même pas 20%. Les comités aussi, si vous avez des comités, c'est pour les mêmes raisons, le huis clos statutaire a sa place à la fin. Donc, ça, c'est un moment de conversation potentielle. Et l'autre, ben, c'est pratico-pratique aussi, c'est à travers l'évaluation du conseil d'administration. Donc, ce moment-là, on le fait périodiquement, aux 2 ans peut-être, selon les conseils. Mais vous voyez que ce n'est pas un conseil sur deux d'OBNL qui va le faire, puis encore moins dans les spécificités plus pointues, donc d'aller le faire pour les comités, le ou la présidente. Ça peut être un bon moment. Hein? Souvent, le problème, il part de la présidente ou du président qui préside pas nécessairement de la bonne façon ou qui complique les choses à sa façon. Ben, la façon d'entrer en relation pour pouvoir mettre ces choses-là de l'avant, c'est à travers l'évaluation. Si justement, de façon anonyme, on aborde ces questions-là dans notre questionnaire notamment. Puis si on le fait au niveau individuel, une auto-évaluation, pas par les pairs, ça peut être très, très perçu négativement, mais ça amène les gens juste à se poser les questions. Parce qu'en faisant poser les bonnes questions aux gens, les gens se disent, ouais, finalement, je fais-tu ce que j'ai à faire, puis est-ce que j'ai encore une valeur ajoutée? Fait que ça, Stéphane, je te dirais que c'est peut-être là, pratico-pratique, là, deux éléments très concrets si on veut travailler sur notre culture et si on veut travailler justement sur à équilibrer nos éléments, nos dualités qu'on parlait tantôt. L'autre question, c'était sur ce qui avait bougé, peut-être sur ce qui avait évolué sur une période de 3 ans. C'est bien ça? Oui. Euh, ben, je vous dirais que, étonnamment, pas grand-chose, si on veut, quand on regarde les pratiques, notamment. Donc, tout le fonctionnement du conseil d'administration, euh, bon, c'est sûr qu'on voit un petit peu, mettons, on voit un petit peu plus de huis clos qui se développent, ça c'est vrai. On voit un petit peu plus d'évaluation, tranquillement, pas vite, qui se déploie. On voit un petit peu plus de processus d'accueil et d'intégration, un peu plus formalisé pour les nouveaux administrateurs. Pas des améliorations, je dirais, gigantesques, mais on progresse. On voit qu'il y a une professionnalisation qui se fait de nos conseils d'administration et on voit arriver donc certaines de ces pratiques-là. Mais les compositions, je qu'on parlait tantôt, là, les femmes, les jeunes, ça ne bouge pas tant que ça. Les fréquences de réunion, 7-8 par année, ça ne bouge pas. 3 heures, 3 heures et demie, c'est à peu près pareil. Les comités, qu'on n'a pas parlé, mais ça n'a pas bougé non plus. En moyenne, on parle de 3,5 comités euh, qu'on peut voir sur les. Je pourrais peut-être y aller sur rapidement, ça peut être.
Juste un petit mot sur les comités, parce que Stéphane avait parlé d'entrée de jeu. Vous voyez, les comités, un conseil d'administration sur deux, donc 50% a des comités, ce qu'on appelle les plus classiques, là. Comité d'audit, comité ressources humaines, comité gouvernance. Ça, c'est un sur deux. Ce qu'on voit beaucoup encore, c'est le comité exécutif, 30%. C'est une pratique qui a bougé avec les années. Ça, c'est une qui diminue. Tranquillement, pas vite, on voit partir ces structures de comité exécutif. Parce que souvent, c'est comme un conseil dans le conseil. Puis, ça peut avoir ses avantages, là, mais ça a aussi beaucoup de limitations. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en train de perdre de la vitesse dans le temps. Bon, puis on le voit dans les codes de gouvernance, entre autres en sport et loisirs, la structure a été volontairement mise de côté pour installer les comités statutaires, là. Tu sais, il y a certains bailleurs de fonds qui commençaient à faire de la pression pour que ça disparaisse, puis qu'on ait vers une structure plus de gouvernance reconnue, là. Oui, absolument. Fait que ça, mais on voit d'autres types de comités survenir, pas à grande fréquence, mais des fois des compagnies, pas des compagnies, mais des comités levés de fonds, des comités stratégie, innovation, ou, vigilance, par rapport à ce qui peut se passer dans l'environnement externe. On voit un petit peu de gestion de risque, des comités d'usagers. Donc, il y a Il y d'autres a, pratiques en parallèle là, qui se il y a un développent des ici. éléments qui avait été testé dans l'étude dont tu n'as pas parlé, puis je veux juste, on va le prendre au sens large. Il y avait une discussion sur l'intelligence artificielle. Puis, moi, dans le constat que j'ai fait, puis à travers d'autres chiffres, là, je ne les repasserai pas tous en détail, mais on se rend compte que la discussion sur la vision numérique, qui inclut l'intelligence artificielle, c'est peut-être quelque chose où encore les pointages étaient encore très bas. Donc, aussi, tout le volet d'expertise numérique sur les CA aussi, qui avait déjà été testé, je pense, il y a 2 ans ou 3 ans. On avait des questions sur quelles sont les expertises manquantes dans les anciennes études. Je pense qu'avec avec les questions spécifiques qui ont été testées, là, je ne sais pas si tu pas loin sur l'intelligence artificielle, on voit qu'on n'est pas là, dans l'intégration du volet numérique sur nos conseils d'administration. Bon, c'est le cas, mais rassurons-nous, c'est le cas aussi pour à peu près toutes les Tout le monde. organisations au Québec. Donc, ce n'est pas un problème d'OBNL. Euh, un peu comme tantôt la cybersécurité, on peut penser qu'on n'est pas touché par ça. L'intelligence artificielle, c'est pas juste une technologie, hein, c'est toute une façon même de comment le monde semble vouloir se développer. Et on parle des fois des contraintes de ressources, des contraintes au niveau interne. Ben, tranquillement, pas vite. On peut juste commencer à se demander est-ce que nous, ça pourrait avoir un impact éventuellement, puis est-ce que ça pourrait nous servir positivement pour justement accélérer certaines choses. Puis certains vont dire oui, mais gars, moi, je ne suis même pas automatisé, là, je ne vais quand même pas penser à l'intelligence artificielle. Tout ça s'entremêle, hein, c'est tous des développements technologiques, puis on est l'un va presque plus sans l'autre. C'est vraiment de se dire, est-ce que je peux juste travailler différemment pour mieux utiliser mes ressources, pour avoir un maximum de ressources disponibles sur ma mission de base et moins sur toute la mécanique, la logistique qui est autour. Parce que ceux Mais qui oui, vont le Stéphane, faire, c'est tout à fait ça. Ah ceux oui? qui vont le faire, c'est eux qui vont aller augmenter leur portion de donateurs, c'est eux qui vont améliorer leur portion de membres. Ceux qui vont rentrer dans l'intégration de cette priorité-là vont, entre guillemets, augmenter la compétition, là. Fait que c'est pas de pas juste le considérer, c'est que c'est plutôt de se dire, en le considérant, à quel point on peut améliorer notre portée de mission et notre efficacité, même si c'est un terme qui est peu utilisé en OBNL, là, le mot efficacité, là, dans l'intelligence artificielle, il y a une multitude d'outils là-dessus, là. Ça va prendre de la place, là. Puis En là, ça dernière va de minute, go, hein? On avait oui, juste une chose, Stéphane, tu sais, oui, la prise de notes dans les réunions de CA. oui. On a, euh, on a à peu près ces 10% maintenant des organisations qui le font, la prise de notes avec l'intelligence artificielle. Tu sais, ça peut être une grosse affaire. C'est juste une petite application, ça prend les notes, ça va plus vite. Notre personne à l'interne perd moins de temps à faire le PV, puis tout ça. Bon, OK, bon, on vient de faire un gain. Effectivement. Euh, Il reste une dernière minute, Jean-François. ben, écoutez, que pourrais-je ajouter? En fait, la conclusion, finalement, de tout ça, c'est est-ce que ça vaut la peine, puis je reviens un petit peu en arrière, est-ce que ça vaut la peine, finalement, de se conscientiser puis de travailler à être plus, justement, équilibré dans tout ce qu'on fait? Ben oui, parce qu'en bout de ligne, c'est un élément important de l'efficacité du conseil d'administration. Fait que dans séquence, une bonne culture, on devient plus ambidex et donc on devient plus efficace comme conseil d'administration et on aide l'OBNL justement à réaliser sa mission parce qu'on contribue positivement.
Lynn, tu peux télécharger, j'ai mis le lien, l'étude. Tous les chiffres que Jean-François a présentés tantôt sont dans l'étude. Donc, les éléments sont là. Moi, de sortie de jeu, au lieu de dire d'entrée de jeu, mais de sortie, je veux juste remercier premièrement les organisations qui ont participé dans notre réseau. Moi, ce que je retiens globalement, Jean-François, tu dévoues ta vie à la gouvernance. Une bonne partie de ce que je fais aussi dans mon quotidien, c'est de la gouvernance, la formation par rapport à la gouvernance. Ce que je constate dans l'étude, c'est une amélioration de la perception de l'importance de la gouvernance en premier. Quand j'ai commencé les OBNL il y a 7-8 ans, c'était pas le sujet le plus hot non plus, puis ça vient avec, puis on fait avec, mais on n'est pas en train de chercher la complémentarité, puis vraiment en train de comprendre comment ça peut amener une plus-value non plus, puis à quel point ça a une influence sur la portée de la mission. Fait que merci de ton temps, Jean-François, ce matin. Merci à tout le Ben, monde. ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Ben, écoute, c'est le début d'une collaboration, je pense, avec le collège, là. Puis ce qu'on va chercher à avoir, c'est les années suivantes, d'avoir encore plus d'échantillonnage pour être capable d'avoir une vision qui est la plus claire possible.